Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin célèbre ce lundi le 56e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Patrice Talon s'est adressé à la nation. Décryptage à suivre. Appel au respect du code moral lors de la campagne pour la présidentielle du 27 août au Gabon. Un appel en direction de la classe politique en vue d'un scrutin apaisé. Et puis comment se porte la littérature équato-guinéenne depuis 1979? La question est d'actualité puisque la littérature nationale célèbre ses 37 ans ce lundi. Gros plan en fin d'édition. 1er août 1960, 1er août 2016, la République du Bénin célèbre ce lundi le 56e anniversaire de son indépendance et comme le veut la tradition, le président Patrice Talon s'est adressé à la nation ce dimanche, compte rendu dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ouno. À l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin, ce 1er août, le président Patrice Talon s'est adressé au peuple béninois. C'est le lieu pour le chef de l'État de souligner les progrès accomplis sur les chantiers liés à l'unité nationale. Selon le premier magistrat, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, beaucoup reste à faire, notamment sur les plans économiques et social. Il propose donc une reconquête des libertés et du développement. Il est temps d'entamer résolument la lutte contre la pauvreté et le sous-développement, car la liberté dans la pauvreté n'est qu'un leurre. La liberté n'est pas une fin en soi, elle est un moyen de développement. Il nous appartient donc de décider et de prendre la mesure des choses, de faire des choix pertinents qui tiennent compte de nos potentialités, de nos talents et compétences, ainsi que des ressources disponibles pour aller résolument à la conquête du développement. Le président Patrice Talon a aussi présenté les nouveaux défis de l'État béninois. Il s'agit notamment de la conduite des réformes politiques, institutionnelles et administratives pour conforter la démocratie et permettre la bonne gouvernance. Le chef de l'État s'engage avec son gouvernement à faire des choix pertinents qui tiennent compte des potentialités du pays. Je pense qu'il nous faut impérativement réformer notre modèle politique tel qu'il est issu de l'historique conférence nationale de février 1990 par le rétablissement d'un équilibre constructif entre les institutions constitutionnelles, le renforcement de l'indépendance de la justice, la lutte contre l'impunité, la réforme de notre système partisan et la stabilité du code électoral. J'y ai beaucoup travaillé depuis mon investiture avec les membres de mon gouvernement et sur la base des propositions qui m'ont été faites par la commission technique que j'ai chargée des réformes politiques et institutionnelles. Pendant plus de 3 mois de gouvernance, plusieurs décisions ont été prises, notamment la mise en place de la Commission des réformes politiques et institutionnelles, l'annulation des concours de 2015, l'effectivité du découpage territorial ou encore le resserrement de la carte universitaire. Après son investiture le 6 avril 2016, c'est la première fête de l'indépendance que le président Patrice Talon célèbre à la tête du Bénin. En bref, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 août 2016 à Sao Tomé. Le duel opposera le président sortant Manuel Pinto da Costa qui a obtenu 24,83% des voix derrière Ernesto Carvalho, le candidat du Premier ministre Patrice Trovoada qui a obtenu lui 49,8% des voix selon les résultats définitifs publiés par le tribunal constitutionnel. Au Gabon, le ton monte à quelques semaines du scrutin présidentiel du 27 août. Des discours jugés haineux s'invitent dans les meetings. Ida Reteno Assounouet, ancienne ministre de la Justice, appelle les acteurs politiques au respect du code moral. Voyez ce reportage de notre correspondant à Libreville, Douglas Totoma. Ida Reteno Assounouet appelle au respect du code moral à l'approche des élections. Prévue pour le 27 août 2016, cette juriste et ancienne ministre de la Justice a souhaité ainsi attirer l'attention des acteurs de l'opposition et de la majorité républicaine. La politique est la science de la liberté, mais ce n'est pas la science du libertinage. Cette liberté doit être usée avec citoyenneté, dans le respect des institutions établies, dans le respect de son prochain. La démocratie n'offre pas au gré des humeurs de certains seulement des privilèges, mais également
des obligations, le respect des lois, le respect des obligations, le respect des devoirs. Ida Rethenot-Assenoué invite donc les différentes parties à faire preuve de sagesse et de retenue lors de cette échéance qu'elle qualifie d'historique. Il est indispensable de savoir raison garder dans l'état actuel des choses. Le peuple souverain saura juger chaque acteur selon ses œuvres et selon le grand dessein concret qu'il forme pour le Gabon. Citoyens et apprentis citoyens, nous devons demeurer vigilants. La paix n'a pas de prix. Au Gabon, la campagne électorale s'ouvre le 13 août 2016 sur l'ensemble du territoire national. Le scrutin du 27 août mettra aux prises 14 candidats, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba et ses principaux adversaires, Jean Ping, Casimir Oyimba, Ginzou Bandama et Léon Paul Koulankia. C'était un commentaire de Lise Elsie Akizimana. Dans l'actualité également, 4 milliards de francs CFA, c'est la somme que va débourser la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour le financement de l'opération de désarmement en République centrafricaine. La décision a été annoncée en marge des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la sous-région tenu le 30 juillet. Le Sénégal a-t-il suffisamment pris conscience de la richesse de son patrimoine matériel et immatériel? La question a fait l'objet d'un ouvrage. Il a été présenté au public le 20 juillet et est signé Adama Digo. Ibrahima Diomaba. Adama Digo est docteur en histoire moderne et contemporaine. Elle travaille sur les questions de patrimoine matériel et immatériel. Elle a publié un ouvrage intitulé « Histoire des politiques du patrimoine culturel du Sénégal, 1816-2000 ». Son livre a été présenté au public sénégalais le 20 juillet 2016 à Dakar. Elle revient ici sur ses motivations et son intérêt sur les questions de patrimoine. En mémoire de maîtrise, j'avais travaillé sur un site archéologique qui est exploité en carrière. Les coquillages étaient vendus par les populations insulaires pour avoir un peu des ressources économiques. Et parallèlement, les mêmes populations, ils préservaient leur patrimoine immatériel ou bien le patrimoine matériel qui est en relation avec ce patrimoine immatériel. J'ai voulu d'abord sensibiliser sur la déconnexion entre les politiques patrimoniales et la pratique du patrimoine culturel, c'est-à-dire la notion eurocentrique de patrimoine tel qu'il est véhiculé dans les milieux scientifiques et intellectuels. Elle ne correspond pas aux réalités vécues par les populations sénégalaises et africaines d'une manière générale. L'ouvrage d'Adama Digo pose le débat sur les orientations des politiques publiques en matière de patrimonialisation de l'héritage culturel du Sénégal. Selon l'universitaire, les politiques culturelles doivent prendre en compte la notion de patrimoine public afin que les citoyens s'en approprient. Aussi, elle prône l'implication des populations dans la définition de ces politiques culturelles. Si on avait sensibilisé et associé les populations depuis le bas âge à la préservation de monuments historiques, aux visites de musées, on essaie de leur faire comprendre quel est le sens, quelle est l'importance de cet héritage, qui est un autre héritage qui n'est pas celui directement légué par leurs ancêtres. Je pense que les politiques devraient avoir le résultat escompté sur les plans d'action culturelle. Histoire des politiques du patrimoine culturel au Sénégal 1816-2000 est paru aux éditions L'Harmattan à Paris en juin 2015. Cet ouvrage paraît dans un contexte marqué par les travaux de recherche et d'édition de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, confiés au professeur Iba Der Thiam par le gouvernement sénégalais. La littérature équato-guinéenne fête ses 37 ans ce lundi au programme des tables rondes et réflexions collectives. L'occasion également de faire un bilan des avancées en la matière. Où en est-on? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi.
1979-2016, la littérature équato-guinéenne célèbre ses 37 ans. Les débuts sont pourtant difficiles. Lorsque le pays accède à l'indépendance en 1968, très vite, le nouveau pouvoir indépendant coupe radicalement les liens avec l'ancienne métropole. Pendant les 11 ans du régime Macias Nguema, l'expression littéraire est étouffée, voire interdite. Las influencias le venían al escritor guineano en español de la métropole. L'inspiration de l'écrivain équato-guinéen venait de la métropole. Cette littérature est arrivée tardivement. Elle est arrivée une décennie après la littérature des pays lusophones, anglophones ou francophones. La littérature équato-guinéenne, écrite moderne, arrive pendant l'époque coloniale. Elle ne s'inspirait pas seulement de sources africaines, comme d'autres littératures africaines, mais elle était dans une situation curieuse car elle n'était pas en contact avec d'autres littératures africaines. La chute du premier régime en octobre 1979 va favoriser une renaissance littéraire. Va s'en suivre une production de romans, de nouvelles, de recueils, à l'exemple du roman de Donato Ndombiogo, Las Tinieblas de tu memoria negra, et de El Parroco de Niefan de Joaquim Bomio Bacheng. La primera recopilaba y la segunda se puso a expresar la rabia, pues. La première génération de nos écrivains copiait, la deuxième exprimait la rage et la troisième c'est un peu comme l'équilibre, la stabilité et la maturité dans la narration, mais aussi dans le lyrisme. Les thèmes sont plus personnels avec des écrivains comme Geronimo Ropé. Par exemple, on remarque de l'individualisme chez certains comme le professeur Boliquia. Se nota bastante individualisme. Le professeur Boliquia. 37 ans après, le défi du secteur littéraire reste entier. La distribution et la diffusion constituent l'un des problèmes majeurs du livre en Guinée équatoriale. Pour les éditeurs, il ne suffit pas seulement de produire, il faut aussi acheminer les productions vers les consommateurs réels et potentiels. Ce qui manque à la littérature équato-guinéenne, c'est un appui institutionnel. Il faut que quelqu'un donne cette impulsion pour que cela ait de la valeur. C'est bien de construire le pays, avoir de belles rues, mais il faut l'écriture pour mieux faire connaître notre pays. Et vous voyez, en lisant une page de Gusto Boliquia ou de Guiomela Mukwege, on peut connaître le pays sans l'avoir visité. Je pense que, comme le pétrole, par la culture, on peut aussi développer le pays. Longtemps isolée, la littérature équato-guinéenne s'ouvre au monde. Comme toujours, elle pose une réflexion sur la vie, sur son pays et les réalités de son peuple. Aujourd'hui, elle aspire à se développer et contribuer à l'essor de la nation équato-guinéenne. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.